Merci de suivre votre magazine Kiosque de ce 16 mars 2023. Madame, messieurs, nous avons trois invités. Il s'agit de Serge Tseka, Joseph Kongolo et puis Christian Moleka. Alors, avant de donner la parole à mes invités, je m'en vais, madame, monsieur, Kiosque oblige, lire les titres de journaux parus dans la capitale ce 16 mars 2023. L'agence congolaise de presse ACP a titré ce matin « Mbosso député, l'attachement au dialogue ne constitue pas un signe de faiblesse ». C'est les titres à la une de l'agence congolaise de presse. Et puis le potentiel a titré ce matin, agression rwandaise, Bahati Lukwebo ravive la flamme de la mobilisation. Toujours au sujet des discours prononcés hier par les présidents de deux chambres du Parlement lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars. La prospérité a écrit que le président de deux chambres du Parlement, Bahati Mbosso, qui appelle les Congolais à mobilisation et à la cohésion nationale pour faire face à l'agression rwandaise. Un autre journal que nous avons reçu ce matin, ce forum des As, le président du Sénat, Modeste Bahati, recommande au gouvernement d'anticiper en prenant des mesures appropriées pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population. Voilà. Vous comprenez avec moi, madame, monsieur, que l'actualité sera aujourd'hui focalisée sur les deux discours de Mbosso et Bahati, respectivement président de la Chambre basse et haute du Parlement. Ils ont tablé notamment sur des questions sécuritaires, économiques, et puis sur les élections, analyses et commentaires. C'est dans Kiosque. Alors mes trois invités sont déjà là. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Christian, bonjour à Serge, que j'ai l'habitude de rencontrer ici. Christian une fois sur Radio Tapis, sûrement qu'il a déjà oublié. Je suis content d'être dans ce paquet. Voilà. Alors Christian Moleka, bonjour à vous également. Bonjour, merci pour l'invitation. Je viens de me rappeler qu'on a déjà fait Dialogue entre collègues ensemble. Effectivement. Parce qu'on est également appelé sur notre plateau. Donc voilà, c'est un plaisir de retrouver également mon frère Serge, que je connais depuis très très longtemps avec son magazine Journal de la Ville. Merci. Depuis très très longtemps, depuis qu'il était sur Sophie Day, je crois. Ouais. Donc je connais la boîte et c'est un plaisir de le retrouver encore sur le plateau. Voilà, et c'est également un plaisir pour moi de retrouver l'homme de la territoriale. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à Christian, bonjour à l'Espère, bonjour à toi-même et à l'homme de Mongafula, Doudou Montiri. Les sorciers des réalisateurs, parce qu'ils peuvent vous appeler même à minuit, donc fidélité au point. Les gens ne dorment pas, même donc, à minuit. Non, on dit qu'il y a insécurité là-bas. Non, ça traduit la volonté. Il dort avec l'émission, il se réveille avec l'émission. En fait, laissez-moi rendre hommage à Doudou, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Et on a connu la guerre de 2006 ensemble ici, quand Joseph et Jean-Pierre se sont rentrés dedans. On a été sur la première ligne parce qu'eux étaient à CCTV, nous à Raga, un peu après Forescom. On a vécu tout cela ensemble, c'est-à-dire on est liés un peu par ce travail et qu'il y a encore des gens qui sont journalistes et qui font leur travail par passion. On ne le dit pas assez, mais je voudrais rendre quand même hommage à Doudou Montiri pour toutes ces unités, ces appels, des lapins, ça et là, des gens qui n'arrivent pas, dévoués. Mais toujours très dévoués. Alors, j'aimerais, sans pour autant vous trancher la langue, l'homme de la ville, le journal de la ville, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pour avoir votre point de vue, votre lecture, vos analyses par rapport à la situation qui s'est vue au niveau du gouvernorat provincial. Il y a des démissions en cascade. Hier, c'était les ministres de l'Intérieur, des Finances. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas un point de vue, mais nous constatons ensemble, vous et nous, que depuis le début de cette législature, nous comptons 5 démissions au niveau du gouvernement provincial. Il y a Sam Leta qui était parti, il y a eu l'honorable Pelenda, Ngalima, Maman Tsassa de Mongafula, que nous saluons en passant. Il y a eu la démission de Tengelito et puis enfin du ministre des Finances. Pour une équipe qui s'est voulu au départ volontariste et qui est venu sur l'échec présumé de Kimuta pour corriger, voir le lieutenant quitter les bateaux, c'est un mauvais signe, à mon sens.
Il y a un problème. Ce problème, c'est lequel? Le ministre des Finances part à la suite du rapport de l'IGF qui dénote la faiblesse dans entre autres dans la mobilisation des recettes parce que au départ 2018-2019, c'était la mobilisation de recettes, c'était à 5 millions. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à la moitié. Pour des gens qui sont venus corriger, je trouve que c'est plutôt une contre-performance. Mais aussi, fallait-il que l'IGF vienne pour constater des faiblesses dans la gestion, dans le finance de la ville de Kinshasa? Donc, quelque part, il y a une léthargie. Il y a des gens qui ne font pas leur travail. L'Assemblée provinciale, avec New Look présenté au départ, parce que là, nous avons des éléments de comparaison. Là, nous avons les discours d'avant et les discours d'après, n'a pas tenu promesse, je suis désolé. Cette Assemblée, aujourd'hui, s'évertue dans autre chose mais que dans son rôle qui est de faire la loi, les lois, et puis de contrôler. Si l'IGF, il est dans son travail, mais ce travail revient en premier lieu aux députés provinciaux. Ils ne le font pas. Qui ne font pas leur travail, qui ne voient pas que les routes sont cassées, qui ne voient pas que la ville est sale, qui ne voient pas qu'il y a insécurité. La semaine passée, on l'a montré ici, on a brûlé quelqu'un vers chez toi à Brikine. Vers Mboudi, on attaque les gens tout le jour. Je ne parle pas de ce qui se passe à Makala, ce qui se passe vers Kampem là-bas, après l'aéroport, en passant partout. Est-ce que sommes-nous gouvernés? Il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, mais dans cette dynamique-là, en dehors du fait de casser, sans pédagogie, sans apporter des solutions, quelles sont les solutions que le gouvernement provincial apporte à la vie des Quinoises et Quinois? Dernièrement, la mesure qui devait être salvatrice, de réguler les prix. Mais cette mesure-là n'est pas acceptée par les transporteurs. Et déjà sur le terrain, chacun applique son prix. Pourquoi? Parce que le cadre de concertation économique qui a été institué n'a pas fonctionné. On a pris des gens, mais on a pris des gens qui n'ont pas qualité, parce que le premier concerné, les chauffeurs, ne se sont pas reconnus dans cette loi-là. Donc il y a une manière presque hasardeuse aujourd'hui de conduire la ville, et nous comptons beaucoup sur le programme du développement à la PEDEL, développement à la base. Je comprends pourquoi ces programmes, on ne le donne pas aux gouvernements provinciaux. Je comprends pourquoi on a créé des structures parallèles pour gérer ces frais-là, parce que normalement le travail de développement des 145 territoires devait être exécuté automatiquement par les provinces, parce que constitutionnellement c'est aux provinces, aux gouvernements provinciaux de faire ce travail-là. Mais le gouvernement vient en appui avec des structures parallèles pour souci des résultats. Alors, voilà, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est vous expliquez ces démissions, ces ministres ne veulent pas cautionner l'échec du gouverneur? Ça peut aller dans tous les sens. Hein. On n'est pas dans le secret des dieux, mais il y en a qui quittent les bateaux pour ne pas Tengelito flirter déjà avec la mer, et on s'était retrouvé. Je suis allé à un reportage à Mongata, je l'ai vu et on a blagué. Mais il est dans l'UNC, donc on comprend que c'est une fuite en avant, parce que il a été ministre de l'Environnement, il a été ministre de l'Intérieur. Quand on parle d'insécurité, aujourd'hui, l'ITE doit répondre. Quand on parle de gabégie, mais gestion au niveau de la ville, il doit répondre. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités qui vous collent à la peau. Même si vous démissionnez. Même si, normalement. Donc, ça devrait être comme ça. Est-ce que ça sera le cas? Parce que, pour la législature passée, on a vu le président Godin Poï s'est constitué partie civile contre la ville de Kinshasa, contre le ministre Matondo qui se trouve en prison aujourd'hui. Mais pourquoi l'Assemblée provinciale aujourd'hui ne prend pas des dispositions contre le ministre qui a démontré ses limites, le ministre des Finances? Pourquoi deux poids, deux mesures? Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Alors, Joseph Kongolo, nous restons dans ce sujet. Vous avez aussi commenté des démissions après des rapports de l'inspection générale des finances. C'est une façon, comme a dit Serge, une fuite en avant. Est-ce qu'ils seront plus poursuivis après avoir démissionné? Bien, merci beaucoup, madame. D'abord, il faut déterminer les ministères qui sont concernés. À partir de ces ministères, nous savons aligner pratiquement la branche qui ne fonctionne pas correctement. À partir de ce moment-là, nous saurons si c'est un problème d'ordre au niveau du leadership ou au niveau de la gouvernance managériale. Voyez-vous?
Or, quand nous voyons déjà le ministère de l'Intérieur, nous voyons le ministère des Finances, nous comprenons très vite que c'est un problème d'ordre managérial, mais en même temps lié aussi à un problème de leadership. Donc le chef n'a pas, apparemment, il n'a pas fait intérioriser à l'ensemble de ses collaborateurs une ligne de conduite, une idéologie qui est un levier de gouvernance. Et on sent très vite qu'il y a une façon très éparpillée de gérer la province. Je sais que c'est un cas qui arrive ici à Kinshasa, peut-être dans d'autres provinces aussi. C'est le même cas qui arrive. Donc il y a, je crois, une carence de leadership d'abord du chef, ça c'est la première chose. Et deuxièmement aussi, des erreurs au niveau managérial. Donc la gouvernance n'est pas assise. Mais à ce niveau, madame, je voudrais vite revenir sur des services de l'État qui sont attitrés pour pouvoir former ces gens, contrôler ces gens en amont et les accompagner, n'est-ce pas, dans l'exécution de leurs charges publiques. C'est l'inspection générale de la territoriale. C'est un service de l'État qui existe depuis 2013, mais qui a été enseveli par ce que ça semble être inexistant, ne sont pas. Totalement inexistant, alors que quand je lis le décret portant création et fonctionnement, vous sentez vite que ces gens ne pouvaient pas être orphelins, ils ne pouvaient pas être des électrons libres. C'est-à-dire qu'en amont et en aval, ils accompagnent, ils contrôlent, n'est-ce pas? Et ils contrôlent même la légalité de leurs actes qu'ils posent. Donc on comprend très vite qu'il y a des structures de l'État qui ne fonctionnent pas correctement et qui amènent, n'est-ce pas, la territoriale à la dérive au niveau de la gouvernance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il peut y avoir des dysfonctionnements dans le fonctionnement du système, de la province elle-même. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand le chef lui-même, il n'est pas le siège de la philosophie de gestion, n'est-ce pas, de ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'il a impulsé pratiquement aucune vision, et les gens naviguent à vue. Alors à ce moment-là, il y a dispersion des énergies, et là, tout le monde est roitelé, n'est-ce pas, dans sa petite responsabilité. Et ça, c'est un danger, madame. Pourquoi? Parce que quand le chef n'arrive pas à exercer l'autorité sur l'ensemble de ses collaborateurs, à fixer les lignes à suivre, ça veut dire que chaque ministère, chaque service deviennent comme des constellations, c'est-à-dire des unités autonomes qui font ce qu'ils veulent sans avoir une logique globale, n'est-ce pas, qui sous-tente, n'est-ce pas, la philosophie de gestion et la gestion de la province. Et à ce moment-là, on comprend très vite que il y a une sorte d'incompétence politique collective au niveau de la province, malheureusement, et je crois que à la longue, il faudra aussi aligner le profil qui convienne et aussi réactiver des structures de l'État qui existent pour pouvoir faire leur travail correctement et corriger un peu, éviter toute cette dérive au niveau de la gouvernance provinciale. Alors, Christian Moleka, par rapport à ces démissions, quelle est votre analyse de votre côté aussi? Il y a deux faits que je voulais relever. Le premier, c'est que vous avez un gouvernement qui accumule 20 mois d'arriérés. Les cabinets du gouverneur accumulent pratiquement 20 mois d'arriérés de salaire. Alors ils doivent détourner, ils doivent démissionner. Donc ça veut dire qu'il y a des ministres qui n'ont pas les ressources pour travailler. Maman Nalita a préféré rentrer à l'Assemblée provinciale, qui a également des retards, peut-être 3 mois, mais mieux qu'au gouvernorat, puisqu'ils n'ont déjà pas de ressources. Pas de ressources liées au fait que, oui, la ville ne mobilise pas assez, mais également parce que le gouvernement central ne respecte pas le versement régulier des rétrocessions provinces. Vous savez le débat qu'il y a entre gouvernement central et province en termes de rétrocession. Il y a ce cumul-là des retards, mais également le fait que la ville elle-même a perdu ses capacités de mobilisation et n'alloue pas assez convenablement les ressources aux ministres. Deuxièmement, il y a un autre fait qu'il faut relever, c'est que, à la différence du gouvernement Kimbuta, vous avez essentiellement des ministres qui sont des députés provinciaux. Donc, le gouverneur Gentini a construit une équipe essentiellement des députés à l'exécutif, qui sont remplacés par leurs suppléants à l'Assemblée provinciale. Et donc, aujourd'hui, vous avez une assemblée qui est plus inféodée sur l'exécutif, parce que les suppléants ne peuvent pas renverser leurs élus, je dirais, responsables qui peuvent revenir à l'Assemblée. Et donc, il y a une sorte de complicité tacite entre ceux qui sont restés au Parlement, qui sont suppléants, pour l'essentiel, entre un grand nombre, qui ne veulent pas voir les élus titulaires partis au gouvernement revenir à l'Assemblée. Et donc, une Assemblée assez inféodée comme ça n'exerce pas son travail. Et malheureusement, les bonnes promesses qu'on a eues au début de la législature ne se concrétisent pas par le travail de l'Assemblée provinciale qui est très très faible. Voilà, alors c'est ça qui justifie, c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait des détournements et que l'Assemblée provinciale, comme a dénoncé Serge Nedimo. L'Assemblée ne fait pas son boulot, c'est-à-dire les capacités de contrôle de l'exécutif sont des attributions de l'Assemblée provinciale. Depuis que nous avons commencé cette législature, combien d'interpellations avez-vous entendu? Combien de motions contre l'exécutif avez-vous déjà entendu? On peut beau critiquer la gestion du gouverneur Kimbuta, mais moi je me rappelle à l'époque de l'Assemblée provinciale passée,
il y a des ministres qui sont tombés, notamment le ministre Jean-Claude Mouissa, l'ancien DG Kindongo de la DGRTA, qui sont tombés par l'Assemblée provinciale. L'Assemblée actuelle n'est pas très dynamique en termes de contrôle sur l'exécutif. Et l'une des raisons, comme je vous l'ai dit, c'est le fait que c'est une assemblée composée de beaucoup de suppléants et que non, mais c'est pas tout, toute l'assemblée. Si vous prenez les ministres provinciaux, Jean Goy est élu, Tengelito est élu, Maman Alissassa est élu, Mbutamutu est élu, vous pouvez ajouter Mbokoso est élu. 7. Oui, mais citez, allez-y, vous avez un gouvernement qui est composé essentiellement des élus dont les suppléants sont restés. Ça veut dire, plutôt que d'avoir des élus qui contrôlent l'exécutif, vous avez un exécutif composé d'élus qui sont à la fois l'exécutif, mais qui ont également gardé leurs alliés au niveau du Parlement, à travers les suppléants, et qui ne peuvent pas, malheureusement, permettre à ce que la démocratie respire ils étouffent des initiatives. Exactement. Et puis, il faut ajouter au fait, également, comme on l'a dit, c'est qu'au niveau de l'exécutif, il y a un sérieux problème de leadership. Lorsque le vice-gouverneur Neromboum est parti, il a relevé notamment le fait qu'il y avait très peu de conseils des ministres, très peu de réunions concertées, qu'il y avait donc des problèmes de management. Et donc, si vous voyez les ministères qui sont aujourd'hui mis à la sellette, mais ce sont, on dirait, des ministères régaliens. C'est-à-dire, c'est l'intérieur, c'est les finances, c'est-à-dire des ministères clés. Il ne s'agit pas des ministères du secteur économique ou social, c'est des ministères clés de l'action gouvernementale, et ça prouve qu'il y a un sérieux problème de management. Je finirai peut-être par le fait que l'IGF nous avait habitués avec des rapports que l'on déposait au niveau de la justice pour une ouverture d'enquête judiciaire. Cette fois-ci, nous avons un ministre qui sort par la grande porte parce qu'il démissionne lui-même et que personne ne parle plus des poursuites judiciaires. Alors qu'on aurait bien voulu voir l'IGF déposer son rapport au niveau de la justice, qu'une enquête judiciaire soit ouverte pour que les responsabilités soient établies et que non qu'une personne qui a géré les finances, on parle de 500 000 $ qui auraient disparu des bureaux de l'État, qui quitte honorablement son strapontin en démissionnant librement, et personne ne parle de poursuite ou d'action après. Il s'agit quand même des finances de la République, et les finances ne se gèrent pas comme ça. Et qu'on vous dise qu'il y a des réductions de mobilisation, qu'il y a disparition des finances, et le type démissionne tout bonnement, sans qu'on sache qu'est-ce qui va se faire après. D'autant plus à la suite des questions de Moleka qu'il y a une jurisprudence à la matière, quelqu'un qui a été porté devant le juge par le député, le premier des députés, donc il y a 4 ans passés. J'allais relever aussi un rapport presque transgressif entre l'exécutif provincial et le législatif, l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un programme financé par le gouvernement à hauteur de 2 600 000 le mois, l'assainissement de la ville de Kinshasa. Okay. En dehors de toute dotation de retard, cet argent, en tout cas jusqu'à il y a peu, était versé régulièrement. 2 600 000, plus que ce que le paro finançait à la ville de Kinshasa. Mais qui gère cet argent-là? Ce n'est pas la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Il y a une structure qu'on appelle Kinbopeto. Je parle sous le contrôle de l'honorable Mike Mukeba que j'ai eu à recevoir dans mon émission Rendez-vous des Quinois. Et ce sont des ONG qui appartiennent à des députés qui managent les mamas qui balaient là, ce sont les amis les ONG qui appartiennent à d'eux. Alors, comment voulez-vous, à la fin, ceux qui devaient être le responsable, le patron du contrôle, deviennent maintenant des travailleurs de contrôler et qui fassent leur travail à la fin? C'est-à-dire que nous sommes dans une dialectique qui ne tient pas et ces rapports est presque incestueux, et ce qui fait que il a fallu à la fin que l'IGF vienne pour faire le travail des députés. Mais tout le monde est en train de voir ça. On ne le dit pas contre les individus. On le dit pour la ville de Kinshasa, notre bien commun, notre patrimoine national, parce que nous tous, nous nous retrouvons ici, display à Congo, et nous, Quinois, on voudrait avoir une gouvernance quand même qui nous fasse honneur. Parce que Kinshasa, c'est plus de 15 millions d'habitants. C'est plus que le Congo-Brazza, c'est plus que le Rwanda, c'est plus que les Gabon et le Guinée équatoriale. C'est-à-dire que le gouverneur de Kinshasa a stature de chef d'État. C'est-à-dire qu'on doit avoir des hommes qui ont la vision des hommes d'État. Et ça fait un peu. Ça semble faire défaut. Et on aimerait que ces choses-là soient vues par de tous et de manière vraiment objective. Qu'on mette des copinages de gauche à droite. Aujourd'hui, on est même en train de dévoyer certaines fonctions. Ministres et députés. Bon, on se pose la question, ça ressemble à quoi aujourd'hui? L'honorabilité, l'excellence, est-ce qu'elle est rattachée vraiment à la manière de travailler aujourd'hui? Nous nous posons des questions, Madame Gisèle.
Contraste. Voilà. Alors, nous passons au discours, des discours prononcés hier au Parlement. Il y a le volet économique, sécuritaire et puis les élections. On commence par l'économie avec vous. C'est Serge qui devait avoir la parole ou Joseph Kongolo. On commence avec le volet économique, avec la question de la dépréciation du franc congolais sur le dollar américain, conséquence inflation, conséquence surchauffe de prix sur le marché. Dans leurs discours respectifs, Mbosso, par exemple, a dit qu'il y a lieu de constater que la dépréciation de la monnaie nationale impacte sensiblement sur la situation économique et sociale de notre pays. Bâti, malheureusement, le franc congolais à ces jours s'échange à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. La solution, ça ne sera pas les discours, Monsieur Joseph Kongolo. Il faut chercher les causes et puis comment y remédier. Mais du coup, nous avons vu par exemple dernièrement la Banque centrale qui a proposé ou bien qui a décidé de l'affichage des taux. Est-ce que c'est la solution? Comment on commence par les causes. Quelles sont les causes de cette dépréciation? Bien, madame. Merci. Dans le cadre général, dans une analyse pareille, quand nous voyons le contexte dans lequel nous sommes, nous sommes déjà dans un contexte de guerre. Et je crois le mois passé, le mois de janvier, au mois de janvier, j'avais suivi le ministre des Finances qui disait que toutes les mobilisations des recettes du mois de janvier ont été dépensées du fait de la guerre. Et de ce fait, ils ont fait même un dépassement, n'est-ce pas, budgétaire par rapport à leurs prévisions. Donc le contexte général, c'est un contexte de guerre, n'est-ce pas? Et cela est arrivé à un moment où on a levé pratiquement la suspension d'achat d'armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies et que la République devait acheter du matériel militaire pour question de faire tout simplement, question de défendre un peu la souveraineté territoriale. C'est un des éléments aussi qui peut expliquer cette dépréciation. La guerre. C'est un des éléments. Vous paraphrasez un peu le secrétaire général de l'UDPS qui a évoqué aussi cette question des guerres qui est à la base de la dépréciation. Je ne l'ai pas suivi, mais c'est un des éléments. Ça s'explique parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça s'explique. Et quand je suivais les déclarations du mois de janvier du ministre des Finances, je comprends très vite qu'il y a quand même une part de ce contexte influe quand même aussi sur... La guerre à l'Est. La guerre à l'Est, bien sûr. C'est pas la guerre à l'Ukraine, comme on disait autrefois. Non, je parle de la guerre à l'Est, parce que nous avons eu à acheter des armes. Nous avions acheté des armes et tout ça. Et le ministre lui-même a fait cette déclaration. Moi, je l'ai suivi moi-même. C'est pas quelqu'un qui me l'a rapporté. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est un contexte politique. À part le contexte sécuritaire, c'est un contexte politique. Vous savez que ceux qui tiennent les rênes du commerce en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa, ce sont pour la plupart des étrangers et qui ont été inféodés par des milieux politiques. Voyez-vous, par des milieux politiques. Nous sommes à l'approche, n'est-ce pas, des élections. Tout ça, ce sont des enjeux aussi qui peuvent s'expliquer par les enjeux électoraux aujourd'hui. Nous sommes à pratiquement 10 ou 9 mois des élections. Donc, on vous remonter aussi les enchères. Tout simplement, c'est de bonne guerre en politique, vous savez. Mais c'est aussi quelque chose qui explique aussi cette dépréciation des francs congolais. Et en troisième lieu, il faut dire aussi que gérer une monnaie dans une économie totalement extravertie n'a jamais été une mince affaire. Ça veut dire, quelque part, il y a aussi des erreurs de gouvernance financière au niveau de la banque. Et il faut augmenter le contrôle. Je crois qu'il y a des mesures qui ont été prises dernièrement. J'ai vu la banque réunir les cambistes, ainsi de suite et tout ça. Je crois qu'il y a aussi une négligence au niveau du contrôle, au niveau aussi de ce contrôle et de la gestion, n'est-ce pas, des cambistes. Et je crois que ce sont pour moi les trois éléments qui peuvent justifier assez suffisamment donc des incohérences au niveau de la gestion financière, au niveau de la gestion de la monnaie. J'ai appris aussi, j'ai lu, bon ça c'est à vérifier, que le gouvernement congolais a interdit, n'est-ce pas, à 6 communes de faire quoi, d'exporter les minéraux au cuivre et cobalt qu'ils ont produits compte tenu du contentieux, n'est-ce pas? Donc tout ça, je crois qu'à mon avis, ça peut influer sur la dépréciation de la monnaie quand on n'a pas suffisamment de couverture en devise. Alors j'aimerais qu'on se limite d'abord aux causes. Après on va faire un deuxième tour pour les solutions. Alors vos cas, les causes, quelles sont, serez-vous, les causes de ces dépréciations? Je crois qu'il y a des causes structurelles et des causes conjoncturelles. Les causes structurelles, c'est que nous avons déjà
comme nation, un PIB par habitant très faible. Nous avons un PIB qui tourne autour de 500 $ l'an pour chaque citoyen. C'est l'un des PIB le plus faible dans la sous-région. À titre de comparaison, le seul pays qui ont un PIB inférieur au Congo dans la sous-région, c'est le Burundi et la Centrafrique. C'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, le Congolais, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'achat faible. L'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda ont des pouvoirs d'achat plus élevés que le Congolais. Ça veut dire que le Congolais n'a pas les capacités de consommer. Et malheureusement, depuis de longues années, nos différents gouvernements ne travaillent pas sur l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est-à-dire donner aux Congolais plus de capacités de consommer en améliorant notamment la qualité de salaire. Parce que ça vous permet de consommer. Donc vous avez une population qui déjà a un pouvoir d'achat très faible. Et du point de vue conjoncturel, vous avez d'une part l'inflation importée consécutive d'abord à la Covid, puis à la guerre à l'Ukraine. La guerre à l'Ukraine, l'une des conséquences, c'est la spéculation sur le prix de l'énergie. L'énergie qui monte a de l'incidence sur la production et donc sur les coûts des prix. Et comme nous ne produisons rien et que nous importons tout, même en termes de logistique, ça a de l'incidence, les choses coûtent plus cher. Et donc nous achetons, nous avons une vie qui s'élève, un pouvoir d'achat plus faible. Deuxièmement, c'est un élément important à souligner, c'est que notre gouvernement, durant l'année 2020-2021, a financé le déficit budgétaire par la planche à billets. Donc, la Covid a eu pour conséquence la réduction de l'activité productrice. Et quand vous avez une réduction de l'activité productrice, mais l'État qui continue à prendre en charge, vous avez un déficit budgétaire et le gouvernement a financé le déficit budgétaire par la planche à billets. Ça veut dire la création monétaire. Et quand vous faites la planche à billets, vous créez une circulation abondante des monnaies et donc ça crée la dépossession monétaire. Donc vous avez une hausse de la vie qui devient plus chère, une monnaie qui se déprécie. C'est ça la cause que nous avons aujourd'hui. Et donc, puisque nous avons une monnaie qui se déprécie, une vie qui coûte plus cher, les citoyens ont moins d'argent, mais ils doivent acheter plus cher. Le gouvernement avait promis de diversifier l'économie. Lorsque le président est arrivé au début du mandat, il a parlé du PNSD, notamment la diversification, il a parlé de la revanche du sol sous le sous-sol. C'était des éléments de réponse qu'on aurait dû apporter, notamment pour, en quelque sorte, réduire l'impact de toutes les crises extérieures que nous recevons. Malheureusement, nous n'avons pas diversifié l'économie, nous n'avons qu'une économie qui dépend essentiellement de la croissance des mines. Et donc, dans cet environnement-là, cette économie est très très fragile. Chaque choc externe, qu'il s'agisse du choc lié à la Covid, du choc lié à la guerre à l'Ukraine, du choc lié à une question de la Chine, nous subissons en termes d'inflation importée. Et comme nous avons un pouvoir d'achat qui est très faible, que le gouvernement à l'intérieur n'a pas travaillé, beaucoup de pays ont travaillé à l'amélioration du pouvoir d'achat, nous on n'a pas travaillé à cela, eh bien nous avons une population qui a moins d'argent, mais qui achète plus cher. Voilà la raison essentielle de la dégradation de la situation économique chez nous. Mais il y a un moment au pays, il y a eu stabilité de la monnaie, il y a eu stabilité. C'était dû à quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait comme la stabilité, magie, la stabilité, oui, parce que nous avons des réserves d'échange plus élevées. Ça veut dire que nous avons d'abord reçu le matelas du droit de tirage spécial de la Banque mondiale qui nous a permis d'avoir pratiquement 1,6 milliard en termes à la fois de soutien budgétaire et de soutien à la balance des paiements. Donc nous avons une balance des paiements qui tient. Nous avons maintenant des réserves d'échange qui peuvent nous tenir plus d'un mois. La différence, c'est que nous avions dans les semaines passées. Et donc, le gouvernement a le marge de manœuvre pour gérer l'offre et la demande liées aux réserves d'échange. Sur ce côté-là, nous avons quand même quelque peu amélioré la capacité de gérer les politiques d'échange. Alors, sans ces cas, beaucoup justifient ces dépréciations, au fait qu'on ne produit pas beaucoup au Congo. On dit que la Banque centrale n'est pas indépendante vis-à-vis du gouvernement, la planche à billets, comme a évoqué aussi Moleka. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces raisons évoquées? Madame, le principe élémentaire de l'économie, où tout le monde passe dans les écoles d'économie, apprennent que pour faire l'économie, c'est de ne pas dépenser plus qu'on a. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, on nous fait voir qu'on aura l'embellie sur le plan de finances, sur le plan de l'économie, avec les mines, avec la redevance minière, pas l'exploitation, la redevance, avec le peu d'opérateurs économiques. Ici, il faut noter déjà que les opérateurs majeurs économiques congolais, il n'y en a presque pas. C'est faux. C'est faux, dans ce sens que c'est la production suivie de la consommation qui impacte sur les richesses d'un pays. Nous produisons quoi? Nous sommes un grenier. On peut être les greniers du monde aujourd'hui. On peut être plus important, plus que le Congo, la RDC, plus que l'Ukraine. Mais nous produisons quoi? Nous vendons quoi? Et même nos mines sont vendues par des étrangers et nous prenons quelque chose là-dessus. Dieu merci, il y a eu cette loi sur
sous-traitance, et puis sur le mine, où on a relevé un peu le pourcentage que l'État doit gagner. Mais on n'a presque rien. On n'a presque rien. Pas étonnant, avec les urgences, parce que à Goma, le centre volcanique est en train de lancer des signaux d'alerte. Et il y a la guerre ici qui improvise à tout moment, le rebelle improvise à tout moment. Ça demande des ressources économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une prévision, c'est pratiquement une gestion à la caisse. C'est qu'on a, on le dépense, et puis on verra pour le reste après. Un pays ne se gère pas comme ça. Il faudrait des programmes. Il faudrait des programmes. Commencer maintenant, oui, peut-être à long terme, où on peut diversifier nos ressources. La production, nous sommes à près de 100 millions. Mais si on peut produire et vendre aux 100 millions de Congolais d'abord, je ne compte pas la sous-région, les 9 voisins que nous avons, mais ça peut faire fonctionner l'économie du pays. On n'aura pas à recourir à la planche à billets. On n'aura pas à recourir parce que c'est cette méthode par le passé nous a démontré qu'elle est nocive pour l'économie et pour le pays. Ça érode la valeur d'achat des Congolais. Quand on dit d'une part qu'on a fait l'effort d'augmenter les salaires et de l'autre côté il y a l'inflation, mais on revient à la case du départ. Le problème est, on n'a pas besoin de prier pour qu'on puisse avoir des prix Nobel en économie, mais que les gens qui sont allés à l'université, ces gens-là qui sont censés connaître cette matière plus que nous, devraient savoir que nous ne pouvons pas dépenser, surtout dans le futilité, plus que nous n'avons. Regardez les trains de l'État. Je vous donne un exemple, c'est pareil presque pour toutes les provinces. Plus de 60% des recettes de nos provinces sont destinées à la gestion de députés, des officiels au niveau de province. Le train de vie, il faut réduire. Plus de 60%. Plus de 60%. Et au niveau national, c'est pas différent, c'est pas très différent. C'est-à-dire, avec cette manière, cette contradiction, on ne peut pas prétendre avoir une politique économique qui puisse nous sortir de la misère. C'est très difficile. Malgré le 16 milliards de budget, malgré le réserve d'échange tant vanté. Mettons-nous d'accord. 16 milliards de budget, ce sont des prévisions par rapport au tableau de bord, aux possibilités que le monde de l'économie nous présente. Ce ne sont pas les milliards comptants. Encore que là, dans notre logique là, de ramasser les taxes et impôts, que nous mettions, là on venait de dire tout à l'heure que l'IGF a relevé la faiblesse des mobilisations au niveau de la ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas très différent au niveau national parce que les gens qui mobilisent par exemple à la DG, ils ne sont pas payés, accusent des arriérés. Et comment voulez-vous, avec un programme aussi ambitieux, les 16 milliards ne tomberont pas du ciel. La loi de programmation militaire ne sera pas respectée si la DGI, DGDA et tout le reste ne sont pas capables de mobiliser. C'est parce que c'est là l'essentiel où l'État tire l'essentiel de ses revenus. Donc, au-delà du fait du programme que nous prions que ce soit ainsi, qu'on commence à produire, à revendre, mais qu'on mette un peu de l'ordre dans la manière de canaliser les recettes. On se focalise trop sur les dépenses, mais dans l'aspect recettes, acquisition de ce moyen-là, les acteurs commis à ce service-là devaient être choyés, devaient être mis à l'abri du besoin parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous payez pas, vous payez mal, les gens vont se payer. C'est tout logique. Et les 16 milliards l'assignation des 16 milliards risque de ne pas être atteinte. Et souvent, nos budgets ne sont exécutés qu'à 30-40%, de manière générale. Donc, faisons très attention à ce que nous disons. Le slogan dans le monde de l'économie, ça ne fonctionne pas. Les slogans, que ce reste dans le monde politique. On peut se donner tous les surnoms dans le monde politique, mais dans le monde de l'économie, des finances, il n'y a pas de slogans. Alors, les chiffres ne montent pas. Les chiffres ne montent pas. Vous voulez jouer avec des chiffres et vous êtes dévoilé à la fin. Alors, à vous entendre parler, c'est-à-dire que la solution qu'a préconisée la Banque centrale, ça sert à rien, ça ne va pas résoudre le problème en affichant les prix, M. Joseph Kongolo. Non, c'est pas ça. La meilleure solution, c'est quoi? Madame, que l'économie, c'est un terrain très glissant. Regardez, les Occidentaux, ils ont cru qu'en sanctionnant la Russie, ils allaient asphyxier son économie, et pourtant on assiste à une situation contraire. C'est pour vous dire que c'est un monde très glissant et très difficile. On peut émettre des avis, on peut donner des avis, et puis après, au résultat, vous n'avez pas le résultat escompté.
Donc ce n'est pas mince, ce n'est pas aussi facile comme les gens Alors, comment avoir le croient. résultat escompté? Donc je voudrais dire ici chez nous que les solutions sont connues. Sont connues, du moins pour nous qui avons des connaissances un peu générales c'est d'abord la diversification de l'économie. C'est une solution majeure. Ça se chante sur les médias, partout, dans les discours publics. On parle de la diversification de l'économie. Il faut le faire. Nous ne pouvons pas rester juste des nets producteurs, exportateurs des matières premières. Vous voyez bien que ça ne marche toujours pas. Parce que dans les contrats, presque tous léonins qui ont été signés, eh ben, la République a difficilement de visibilité dans les acquis de toutes ces exploitations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est en crise, parce que nous sommes en crise, nous sommes une société en crise, nous sommes une politique en crise, nous sommes une économie en crise, ça veut dire on dépasse les normes, on gère en dehors des normes en réalité. On gère en dehors des normes à cause des contingences, à cause de toutes les urgences. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on gère en dehors des normes, au-delà des lois, au-delà des normes qui ont été arrêtées. Et voilà, ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, une des solutions, c'est peut-être de revenir, n'est-ce pas, à la norme dans la gestion, n'est-ce pas, des finances publiques. Il faut revenir à la norme. Comme Serge l'a dit tout à l'heure, essayer, n'est-ce pas, de dépenser en fonction des moyens, en fonction des prévisions, en fonction des moyens, et non pas faire des dépassements excessifs. Je crois que ça déstabilise et ça déséquilibre un tout petit peu toutes les prévisions budgétaires. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il faut revenir, n'est-ce pas, à la norme. C'est aussi une réalité, diversifier l'économie, revenir à la norme et essayer aussi de faire une distribution, une justice distributive, n'est-ce pas? Il ne faut pas tous ces déséquilibres-là. Ce sont les politiques, le personnel politique qui a plus d'argent que ceux qui produisent. Je crois que quelque part, il y a un déséquilibre. Je crois qu'il y a cette justice distributive qu'il faut restaurer dans les différents textes en matière de gestion, en matière d'affectation budgétaire. C'est, je crois, que des grandes lignes qui peuvent nous ramener à l'orthodoxie. Alors, on peut prendre le secteur sécuritaire. Je voulais juste ajouter un élément qui est très important. C'est que depuis hier, pour ceux qui suivent la bourse des matières premières, les cours du cobalt ont chuté de 34%. Ça veut dire que vous avez un cobalt qui s'est vendu à 85 000 $ la tonne en janvier, qui hier est tombé à 33 000, aujourd'hui le matin c'est à 34 000, ça veut dire pratiquement des moitiés. Or, nous avons un budget 2023 qui est essentiellement porté par les mines, et donc qui va subir les conséquences de cette fluctuation des matières premières. Bon, c'est vrai que c'est conjoncturel, on ne sait pas si la spéculation descendante va continuer ou si l'évolution va être positive dans les jours à venir, mais nous sommes dans un environnement qui doit pousser le gouvernement à être très prospectif. Ça veut dire, si cette spéculation négative continue, ben c'est les cadrages, tous les cadrages du budget 2023 qui sera totalement remodélé, et peut-être qu'il faudra avoir le courage d'aller présenter un budget rectificatif, parce que le cadrage de base, nous avions un cadrage avec le cobalt à 80 000 $ la tonne. C'est le gouvernement tendait. Parce que quand vous avez des tonnes à 80 000 $ la tonne, les redevances sont élevées. Quand vous avez aujourd'hui du cobalt à 34 000 $ la tonne, ça veut dire moins de redevances minières et donc moins de recettes pour nous. C'est un regard qu'il faut garder de manière prospective sur l'évolution des cours de change, qui est lié au contexte international et à tout le mouvement des paniques liées aux chutes des banques aux États-Unis. Donc si cette dynamique négative s'inscrit dans la durée, nous aurons vraiment des problèmes. J'interpelle les décideurs de commencer à développer un regard prospectif sur les capacités éventuellement à diversifier très rapidement. Prendre des solutions en amont. Voilà, alors nous allons prendre le volet sécuritaire, parce que nous sommes en train déjà de chuter. Du côté sécuritaire, les deux présidents l'ont vraiment évoqué. Mbosso, par exemple, il fustige la persistance de l'insécurité qui met en mal le processus électoral en cours pour faire face notamment au déficit sécuritaire en RDC. Plusieurs réformes prioritaires, notamment dans le secteur de la défense nationale et de la justice. Alors, qu'est-ce que vous attendez du Parlement par rapport au côté sécuritaire en République? C'est très intéressant voir toutes les rentrées parlementaires qui semblent dire toute la bonne volonté de la République, des autorités, en rapport avec les préoccupations de l'heure. Mais souvent, dans leur travail de chaque jour, on ne sent pas cette détermination, on passe beaucoup plus vite à autre chose. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain est connue, tout le monde
aujourd'hui se met d'accord pour s'accorde pour reconnaître que le Rwanda est toujours d'instrumentaliser les groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que de leur donner les moyens logistiques, de déplacement, le moyen militaire et tout le reste. C'est connu. Et les derniers en date, c'est la mission de membres du Conseil de sécurité. Et ici, on reconnu la responsabilité du Rwanda dans tout cela. Et après, nous volons des discours de victoires diplomatiques. C'est extraordinaire. Pour la première fois, le monde entier semble se mettre d'accord sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, un peu à l'instar de l'IGF. Ça finit toujours par des déclarations. Prenez-vous en charge. Nous ne pouvons pas, même les Nations Unies, même les conseils de sécurité semblent nous dire que nous ne pouvons pas faire grand-chose alors qu'ils disposent du chapitre 7. Le chapitre 7 des Nations Unies qui peut activer des frappes à l'endroit d'un État récalcitrant. Pourquoi on ne le fait pas? C'est-à-dire, ça doit réveiller notre attention, notre responsabilité comme Congolais. On n'a pas à jouer avec les ressources de l'État parce que tout se joue sur le terrain des finances. On y revient encore. L'argent, c'est le nerf de la guerre et l'âme de tout apostolat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'apostolat si vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas mener la guerre si vous n'avez pas d'argent. Madame, il y a des chars qui coûtent plus de 500 000 $. Chars. 500 000 $. Et nous, on est content avec la loi de programmation militaire. Mais si on doit acheter 2 chars qui coûtent 600 000 $, donc dans une année, on n'achètera qu'une. À moins qu'on s'endette, juste pour des chars. Je ne parle pas des autres effets militaires. Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas très bien. Mais la réalité aujourd'hui est que le Congolais, nos dirigeants et nous, populations, devions prendre conscience de ces faits et nous focaliser sur cette guerre. On nous parle des contingents angolais qui va venir. Mais il ne va pas venir pour se battre. Il va venir pour constater si le M23 va se déplacer ou pas. Et le M23 est en villégiature, il se déplace d'un coin à l'autre sans quitter. Et effectivement, la République démocratique du Congo, nous avons la responsabilité aujourd'hui d'actionner nos forces armées, nos forces de renseignement, la population. Rien ne se fera sans l'appui de la population. Je suis très fier de notre population à l'est du pays, même de l'ensemble de la RDC, de la manière dont cette population est en train de se lever comme un seul homme pour dire non aux velléités expansionnistes de certains pays qui voudraient nous voir à genoux. Et puis, ce n'est pas seulement le problème du Rwanda. De tous nos voisins, personne, je le répète, ne veut voir la RDC debout. À côté, ici à Maluku, le Rwanda a des espaces. Et comment on peut s'étonner à ce qu'il y ait des comportements bizarres ici à Kinshasa, parce qu'on traverse partout, c'est un même pays, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Ici à Kinshasa, et n'en parlons pas de ce qui se passe à l'est du pays, sans compter les trahisons, les traîtrismes qui se constatent tant au niveau politique, tant au niveau des renseignements et de militaires. Donc, nous avons intérêt à être consciencieux, à tenir un discours, je crois, direct, franc, et beaucoup de pédagogie en direction de cette population que nous comprenions, surtout de nos dirigeants, qui pensent que c'est notre tour, et à tour, on a vu ça au régner, et ça tour à régner. Voilà, merci Serge. Je termine en disant, nous avons une responsabilité de sauver ce pays. Alors, vous avez évoqué Maluku, on dit aussi qu'on semble oublier, hein, ça, Kwamout, là, ça chauffe aussi, hein. On est plus focalisé sur l'Est. Alors, Joseph Kongolo, plusieurs réformes prioritaires dans les secteurs, comme l'a dit Mbos. On peut s'attendre demain, par exemple, à la levée de l'état de siège, parce que ça semble montrer ses limites pour la fin de la guerre à l'Est. Bon, il y a différentes lectures sur l'état de siège de l'Est. J'ai comme l'impression que les gens n'ont pas suffisamment d'informations, ils ne font pas suffisamment d'investigations sur l'état de siège, sur son évaluation effective sur le terrain. Je crois qu'il y a plusieurs lectures là-dessus. Et à un certain moment, j'ai compris que même nos amis de l'Est qui ne voulaient pas l'état de siège, ils se sont tus, quelque part, peut-être c'est à cause de certains coins de la vérité qu'ils ont eu à découvrir. Je pense qu'il y a deux grandes victoires historiques pour notre pays. C'est la victoire diplomatique, comme Serge l'a dit tout à l'heure. Autour de cette guerre, la République a gagné beaucoup. Parce qu'elle est connue aujourd'hui, comme jamais n'avait été connue. Et en plus, elle est arrivée à mobiliser le monde autour d'un conflit oublié.
Mais il n'y a pas de changement souterrain. Madame, c'est ça le rôle de la diplomatie. C'est-à-dire qu'on est arrivé, n'est-ce pas, à mobiliser le monde autour d'un conflit déjà oublié. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, très importante, une victoire, c'est que la mobilisation de la population. Je ne sais pas, une seule fois, j'ai fait la marche de colère du temps de Mobutu contre Kadhafi. Bon, évidemment, c'était sous la dictature, mais au moins, il y avait une forte mobilisation. J'étais aussi dans la marche, parce que j'étais déjà adulte. Voyez-vous? On a fait cette marche, c'était une grande mobilisation contre Kadhafi. Ce sont des choses, au-delà de tout ce qu'on faisait, on nous obligeait d'aller défiler, laisser voir Mobutu et les autres, mais il y avait une grande mobilisation à ce moment-là, et je vois cette mobilisation aujourd'hui autour, n'est-ce pas, de cette guerre ici. La population est très mobilisée, et je crois que le meilleur obstacle de l'offensive rwandaise, c'est d'abord la population, avant d'être peut-être l'armée ou toutes les forces qui sont sur le terrain. Ça, ce sont des choses qu'il faut apprécier, et il faut dire que le Congolais, et ça aide le Congolais à ouvrir l'œil et à être beaucoup plus responsable et à développer aussi des réflexes sécuritaires pour l'ensemble de son territoire national. Ce sont des éléments positifs qu'il faut noter. Évidemment, il n'y a plus de temps, mais on va peut-être... Voilà, alors on doit donner la dernière parole à Christian Moleka pour conclure l'émission. Alors quand on voit le président de l'Assemblée nationale dire que l'attachement au dialogue ne constitue pas un signe de faiblesse, là on ne voit pas que vraiment nous tendons vers les dialogues, malgré que les gouvernements ne veulent pas entendre parler de ça. Avant cela, je voulais revenir sur c'est un mot qui m'a frappé dans son discours, c'est lorsqu'il parle de mouvement insurrectionnel. Là, dans la définition des faits, les mots sont très importants. Lorsque la guerre a commencé, lorsque les conflits, les affrontements ont commencé dans le Mai-Ndombe, on a parlé des conflits communautaires, Teke, Yaka. Mais hier, nous avons un décideur public important qui a parlé de mouvements insurrectionnels. Il a même donné un nom à ces mouvements-là. C'est dire que l'échelle des choses a changé. Et si vous voyez les modes opératoires, avant nous avions des combats entre villages qui s'est brûlés. Maintenant nous avons des assaillants qui attaquent des navires qui viennent de l'Équateur ou qui vont vers l'Équateur. Ça veut dire qu'ils s'attaquent à l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Donc nous n'avons plus le même mouvement qui avait commencé, qui était une question locale et qui commence à prendre de plus en plus une dimension, je dirais, nationale. Parce que l'orientation que prend le mouvement aujourd'hui est une orientation essentiellement politique et qui ne concerne plus les questions locales liées au contrôle des terres. C'est au gouvernement de prendre toute la mesure de ce changement d'échelle, parce que nous parlons d'un mouvement qui n'est pas à Saké, nous parlons d'un mouvement qui est à quelques mètres de Kinshasa, parce que nous sommes déjà à Maluku. Donc si nous sommes assez distraits, ne soyons pas surpris de voir demain d'autres développements qui seront très désastreux. Il est nécessaire que le gouvernement prenne la mesure de ces changements déjà des narratifs par le Parlement lui-même, et de prendre la mesure du problème pour que très rapidement on étouffe ce qui se passe à Kwamutu. Maintenant, concernant la problématique du dialogue, je crois que c'est une évolution quelque part, parce que le gouvernement avait tracé une ligne ferme en termes de dire nous ne négocions pas avec les mouvements terroristes. Or, les faits nous contraignent aujourd'hui à constater que malheureusement nous sommes en train d'aller vers une dynamique de négociation. Et ce discours du président, pour moi, est une préparation d'esprit sur ce que sera probablement le milieu de l'année, c'est-à-dire la mise en place d'un cadre d'échange entre le gouvernement. Mais le problème, c'est avec qui? Je l'ai dit dans les différentes émissions hier, c'est à l'exécutif de prendre l'initiative pour définir les formats. Il aurait été, de mon point de vue, idéal d'avoir un dialogue entre acteurs de la société civile ou de l'exécutif afin d'avoir un bloc commun sur les positions à prendre vis-à-vis des questions de sécurité, avant d'aller vers un dialogue ouvert avec peut-être les 1-23, parce que un dialogue ouvert aujourd'hui avec les 1-23, mais avec une classe politique divisée, eh bien ce dialogue-là ne sera pas à la faveur du gouvernement. Il est nécessaire d'avoir un point de vue commun à l'intérieur. C'est au gouvernement de prendre l'initiative, au président de la République, ensuite d'avoir un regard plus intéressé sur les questions avec les mouvements armés. Je finirai par la problématique DDR. Nous cherchons les solutions à la paix, mais l'une des voies à la paix, c'est les DDR. Et notre mécanisme qui a été mis en place par le président, le PDRSS, a besoin de financement. Il faut que le gouvernement prenne en charge le financement du DDR en interne et que nous arrêtions de confier ce financement aux partenaires extérieurs qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous au retour de la paix. Donc si nous voulons désarmer les groupes armés, il faut que nous donnions l'argent au mécanisme DDR afin qu'ils puissent, notamment avec les cas des Bombiro qui étaient attaqués d'ailleurs par les M23, régler cette problématique de recyclage des groupes armés. Parce que nous avons des groupes armés locaux et nous avons des groupes extérieurs. Et si nous voulons les vaincre, il faut donner l'argent à l'intérieur au mécanisme DDR. Voilà.
kiosque est fini. Merci CNCK. Merci Christian Moleka, Joseph Kongolo. Merci aux fidèles téléspectateurs. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Merci à l'équipe technique Héritier Toubilandou, Moro Nzambe et les autres. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir, à la même heure, bien sûr. Au revoir.